Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo Ocrim webinar dedicato alla gestione e alla manutenzione per un corretto funzionamento dei macchinari ad uso molitorio. Quindi è il secondo webinar della rassegna Automation and Maintenance. Vi ringrazio innanzitutto per esservi iscritti e per essere presenti oggi. Vi ricordo che l'evento sarà interamente in lingua italiana, ma voi potete selezionare tramite il menu interpretazione che potete selezionare in basso a destra sul vostro schermo, potete scegliere la lingua con cui sentire La l'evento. langue dans laquelle vous désirez écouter l'événement. Et je remercie Maurizio Boni pour l'anglais, Riccardo Pella pour le français et Stéphane Lama pour l'espagnol. Merci à nos traducteurs simultanés. Je voudrais introduire immédiatement le sujet d'aujourd'hui, qui est la moulure à pierre. Donc, on va parler du héros d'aujourd'hui, qui est le Biostone Mill que vous voyez ici. Et on va parler des bénéfices, des aspects techniques, mécaniques, pour ce qui concerne le maintien et les caractéristiques de la machine, mais aussi de l'aspect technologique, donc du point de vue du produit qu'on peut obtenir de la moulure à pierre. Et donc, j'invite Simona Di Giuni, le docteur Simona Di Giuni. Merci pour être ici. Merci à vous et bonjour à tout le monde. Elle est une biotechnologue, une experte qui travaille chez Ocrim dans notre département technologique et diagramme et va nous permettre de comprendre l'aspect technologique du point de vue du produit. J'invite aussi Simone Montanari. Bonjour Simone, bonjour à tout le monde qui vient de Paglierani, notre sœur, je dirais. Il est un des designers du Stonemill. Et donc, je me présente, je m'appelle Nicolas Riboldi. Peut-être vous me connaissez déjà, si vous avez déjà assisté au premier webinaire. Donc, je suis ingénieur mécanique depuis 3 années chez Ocrim. Je travaille à Porto Canale, à Cremona. Je travaille avec le planning et le design de machines Ocrim. Je vous rappelle qu'à la fin de l'intervention de nos 2 experts, vous pouvez écrire en chat vos questions, vos doutes, et vous pouvez aussi nous envoyer, si on n'a pas de temps, par mail à l'adresse conferenceroom@ocrim.com vos questions. À ce point, je demande à Simona de s'asseoir pour le respect des distances de sécurité pour le COVID. Et je voudrais commencer avec Simone. Donc, Simone, est-ce que tu peux introduire un peu le Biostone Mill qu'on voit ici? Bonjour à tout le monde. Comme Nicolas a dit, je m'appelle Simone Montanari. Je suis dans l'équipe des personnes qui a participé activement au projet et à la réalisation de plusieurs machines Biostone Mill. Ce projet a vu la lumière en 2015, né de la synergie entre Ocrim et Pagliarani. D'une part, la capacité et l'expérience de bâtir des moulins. De l'autre, la capacité de bâtir des machines à haut contenu technologique. Ocrim et Pagliarani se sont unis et se sont activés pour produire un moulin à pierre made in Italy. Cela a implémenté dans les grandes implantations Ocrim de petites et nombreuses réalités présentes en Italie et dans le monde entier, et aussi dans des réalités qui rien n'avaient à faire avec la moulure industrielle. Merci pour cette introduction. À ce point, je voudrais entrer dans les détails en te demandant quels étaient les buts principaux
quand vous avez dessiné le biosawmill. Au début du parcours, on s'est fixé 4 buts. Obtenir un produit extrêmement efficace du point de vue de la moulure, réaliser une machine automatique, éviter l'affûtage de pierres et maintenir un effet visuel global lié à la tradition de cette machine. Merci. Donc, les buts étaient nés après d'une recherche sur marché, j'imagine. Oui, en fait, après une longue recherche sur marché, on a identifié quelques points, en particulier le châssis réalisé en bois, comme on le faisait une fois, avec des joints en aluminium. Cela peut garantir une grande stabilité à la machine et absorber les vibrations de la pierre rotative qui pèse 900 kg et tourne à 150 tours par minute. On a la meule inférieure dormante et supérieure rotative et oscillante. Tous les passages doublés sur l'acier inox pour avoir une sanification correcte et on peut gérer les paramètres à travers un touchscreen complètement automatique. Le résultat final peut être vu ici, de la version Big Size avec pierre de 1500 mm de diamètre. J'ai vu que tu as parlé du cœur de la machine, qui sont les pierres. Donc, est-ce que tu peux parler un peu plus en détail de cet aspect, donc des meules? Alors, vous voyez ici les meules. C'était un chapitre auquel on a dédié beaucoup d'attention parce que c'est le cœur de cette machine et pèse sur la qualité du produit qui est broyé. On n'était pas satisfait par la durée de la pierre française, la pureté. On a donc opté pour un aggloméré, donc une pierre composée par différents granules unis. Donc, un produit aggloméré avec une certification alimentaire. Le résultat nous a satisfait. Donc, on a une pierre de grande dimension, très dure, compacte, avec une porosité limitée et des rainures très, très précises. Cela nous permet de broyer de 250 à 500 kg de produits pour chaque heure de travail avec une température en sortie du produit broyé inférieure à 40 degrés centigrades. Et cette chose maintient inaltérées les caractéristiques du céréal. Et en ce qui concerne l'aspect de l'affûtage, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je voudrais lire la définition technique de l'affûtage, c'est-à-dire affûtage des rainures présentes sur la meule qui se sont usurées. Donc, cela appartient au passé. Avec ces pierres s'affûtent automatiquement. Au fur et à mesure qu'on travaille, elles se réactivent. Et, deuxièmement, les contrôles électroniques ne permettent pas aux pierres d'entrer en contact l'un avec l'autre s'il n'y a pas de produit. Et cela n'existait pas dans le passé. Pour cela, les pierres durent beaucoup plus long et on ne doit pas fermer la machine et la production. Merci, tu as indiqué le panneau de contrôle. Donc, je te voudrais demander à ce point de parler un peu plus du thème de l'automation pour régler la machine. Donc, l'automation dans ce projet a été le point principal qui fait la différence par rapport aux autres machines sur les commerces. Cette machine rentre dans les paramètres de l'industrie 4.0. Tous les paramètres sont gérés par une interface touchscreen à mesure d'homme, facile à utiliser même pour les personnes qui ne sont pas des experts. Il est possible de mémoriser des recettes. On peut avoir des cas de broyage avec multiples produits. Cette digitalisation simplifie le travail du meunier qui ne doit
pas utiliser ses yeux, mais il a un instrument de guide pendant le processus. Merci. Maintenant, très rapidement, je te demande de nous raconter quels sont les produits qui peuvent être utilisés avec le Bioson Meal. Et alors, très rapidement, et puis spécifiquement, Madame Dijoni va en parler. On peut utiliser le blé tendre, dur, l'avoine, l'orge, les peutres, le maïs, pois chiches, millet, coriandre, camut, seigle. Parfait. Alors, on peut analyser maintenant les caractéristiques des principaux composants de Bioson Meal. En partant du haut, je vois que la machine est dotée d'un coquelet d'alimentation. Oui, sur le couvercle, on a la coquelet d'alimentation, complètement réalisée en acier inox, dotée d'un point d'inspection pour contrôler le flux de produits, motoréducteur sous l'inverter pour avoir une constante alimentation de produits. On a 120 mm de bouche standard. Et puis, en allant vers le bas, on a un couvercle en bois traité divisé en 3 parties. La partie centrale avec la coquelet fixe. Et puis, on a 2 demi-lunes qui peuvent être changées pour travailler dedans et un joint qui empêche la sortie des produits broyés. Toujours du haut en bas, j'imagine qu'on va parler aussi du tonneau. Oui, le tonneau est le conteneur de produits broyés. On a un châssis en aluminium, la partie interne en acier inox, l'externe en graisse traitée antimicrobien et une finition en bois qui rappelle un peu l'architecture des moulins. Dans le centre, on a cette partie qui nous permet de visualiser le produit pendant le processus. Parfait. À l'intérieur du tonneau, on ne le voit pas maintenant, mais on a la moule supérieure qu'on voit ici. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail? Oui, on l'a posée ici. C'est la moule supérieure rotative oscillante qui peut se stabiliser sur le plan pendant le travail sur le flux de produits qui est en train de broyer. Parfait. Tu as justement parlé du flux du produit. Donc, quand le produit entre, comment est-ce qu'il est disposé sur les moules? Alors, le produit qui vient de la cochlée chute dans un air libre et à une vitesse de 0, mais on a un distributeur où le blé resterait au centre. Donc, ce distributeur permet de distribuer uniformément sur la surface des moules le céréales et permet un broyage avec une granulométrie constante sur toute la surface. Merci. À la différence de la moule supérieure, on peut voir ici la moule inférieure. Oui, bien sûr, la moule inférieure est composée par le même matériel, la même dureté de la moule supérieure, mais elle est fixe et elle se pose sur le châssis en 4 points. Elle contient aussi la base où les bouches de décharge de la farine ou des céréales sont placées. Dans ce cas, on ne voit pas parce qu'elles sont dans la partie postérieure de la machine. On a 2 bouches, une pour prélever les échantillons de laboratoire, l'autre pour la ligne pneumatique de transport vers les étapes successives de façonnage. Merci. Tous les éléments dont on a parlé jusqu'ici sont basés sur le châssis.
Oui, le châssis a été objet d'une grande étude. Il est réalisé avec des poutres de pain italiennes et joints en aluminium. Et cela permet d'avoir une grande solidité de la structure et éviter les oscillations typiques de ces machines parce que le poids de la moule est 900 kg, elle est rotative, donc elle crée des oscillations. Et donc, on peut, grâce à ce châssis, absorber toutes les vibrations dues à le processus, au processus. Donc, et en parlant des instruments, alors le premier est lié à la cochlée d'alimentation, le senseur. L'autre est un senseur de température qui permet au meunier de comprendre en temps réel quelle est la température en sortie du céréale et par conséquent peut régler les paramètres de la machine à travers le touchscreen et le baisser ou le augmenter selon ses exigences. Merci pour tes explications. Je pense qu'à ce point, on a parlé de l'histoire, des buts, le projet de la machine de Bioston 1000 et les aspects qui caractérisent tous les éléments de la machine. Je pense qu'il serait intéressant pour les personnes qui sont avec nous avoir la possibilité d'assister, de voir une brève démonstration pratique. Donc, si tu peux nous montrer comment la machine fonctionne. Oui. Comme on l'a dit, au-dessus de la cochlée d'alimentation, on a un trémie avec un senseur de produit. Il s'agit d'un senseur très important. On va voir plus tard pourquoi. Alors, les deux meules sont à gap 0, donc elles sont dormantes et elles sont fermes. La cochlée est ferme, mais le moulin est prêt à partir. Cycle automatique. En appuyant sur ce bouton digital, donc les moules se distancient de 3 mm, commencent leur rotation à 100 rotations par minute. Dans ce cas, quand elles sont arrivées à 100, elles arriveront à au broyage, donc 0,6, 0,5 mm. Après cela, la cochlée va s'ouvrir et le produit commence à entrer dans le cœur du moulin à pierre. Et la granulométrie va être de plus en plus fine et sera puis pris par le circuit d'aspiration. Et puis, on a deux possibilités. Le meunier a terminé le façonnage et appuie sur fin. Donc, le produit n'entre plus, les moules naturellement ralentissent et l'autre est que le senseur détecte un manque de céréales et immédiatement interrompt le broyage et évite que la pierre entre en contact et les sépare. Merci pour ton intéressante démonstration pratique. À ce point, je pense qu'on pourrait parler du maintien du Bioston 1000. Quelles sont les opérations nécessaires pour maintenir toujours en parfait état le Bioston? Pour le maintien de cette machine est plutôt simple et limité. Il s'agit d'opérations qui ne requièrent pas la présence de techniciens spécialisés, mais peuvent être faites directement par l'utilisateur de la machine. Donc, le meunier reçoit une formation après chaque installation. Donc, il y a 3 points de graissage. Donc, il y a un pop-up qui apparaît sur le touchscreen quand il faut graisser ces points et il faut nettoyer les meules. Mais ces meules sont
très, très lourde. Donc, on a prévu, toujours avec notre fonction manuelle, un détachement des pierres jusqu'à 60 mm. Donc, une personne, en utilisant un instrument rotatif, peut entrer et nettoyer les rainures de la pierre. Et ces opérations de maintien ont été pensées pour être faites par une seule personne, car dans de petites réalités, parfois les machines sont positionnées dans des structures où le meunier, le responsable, la personne qui fait le maintien est toujours la même personne. Donc, je comprends que la machine a été projetée pour être user-friendly. Oui, bien sûr. Et à ce point, avant d'inviter Simona pour parler du sujet technologique, je te demande de nous expliquer en quel contexte le biostone peut être utilisé, donc où. Alors, on a reçu beaucoup d'ordres et on a travaillé avec les contextes les plus différenciés. On peut partir de la petite réalité avec seulement un petit moulin pour passer à des installations complètes de décortication, broyage, etc., jusqu'à classique moulin Ocrim de grande dimension dans la seule fonction de rupture B1 suivie par une machine à lamination avec des rouleaux à cylindres. Je te remercie pour ton intervention et pour tes explications très précises. Maintenant, j'invite Simona. Ici, on se voit plus tard, Simona. Merci, Nicolas. Simona Di Giuni est un docteur qui va aborder le sujet du broyage à pierre du point de vue technologique. Donc, je te laisse la parole. À plus tard. Merci. Alors, pour expliquer le fonctionnement et les principales caractéristiques du broyage à pierre, j'utiliserai le froment comme exemple. En particulier, je vais confronter le froment broyé à pierre et ce qui est devenu traditionnel, industriel, avec les machines à lamination avec cylindre. Dans le cas du moulin à pierre, quand le froment entre, quand le blé entre dans la coquelée et entre en contact avec les pierres, deux actions mécaniques se produisent. Une action où le blé est forcé à passer à travers les deux pierres positionnées à des distances de 0,05 mm. Et dans ce cas, le grain est broyé. Et puis, il y a une action d'abrasion. Donc, le contact entre le grain et la pierre permet de créer la farine, donc des particules plus fines. Donc, si le processus d'abrasion commence des parties plus externes, quelles sont les parties plus externes du grain de blé? Donc, le son qui enveloppe le grain, le germe qui se trouve d'un côté, donc la partie interne, l'endosperme du grain, sera la partie qui subit une abrasion mineure. La conséquence de cette abrasion de la partie externe implique que le son et le germe sont broyés et se retrouvent enfin dans la farine. Donc, on peut dire que le broyage à pierre prévoit le broyage du grain tout entier, donc le produit terminé sera formé par ces trois composantes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les rouleaux? Donc, le grain subit
une action, où il est écrasé, mais il n'est pas soumis à une action d'abrasion. Donc, il y a des forces de traction qui interviennent. Les forces de traction ne réduisent pas le son et le germe en petite dimension. Au contraire, elles maintiennent le son et le germe plus grandes parce que ces tissus sont plus élastiques par rapport à l'endosperme intérieur. Cette différence de comportement des différents tissus de grains de blé avec les rouleaux permet de séparer les trois composantes. Donc, dans le broyage industriel, on a une séparation du son, du germe et de la partie interne, qui est l'endosperme, qui est constituée surtout par des protéines et de l'amidon. Donc, vous pouvez comprendre que si l'on analyse les produits terminés du broyage à pierre et industriel, on a des produits complètement différents. Aussi bien du point de vue de la constitution, d'une part, on a le grain tout entier, simplement réduit à des dimensions plus petites. Dans l'autre, on a la séparation des trois composantes. Et cela nous permet d'avoir, du point de vue nutritionnel, des farines complètement différentes. Donc, la farine à pierre contient plus de fibres, contenues surtout dans le son, mais aussi sels minéraux, protéines, contenues dans la couche hyaluronique, des enzymes, des vitamines dans le son et des graisses. Donc, un facteur nutritionnel plus complet par rapport à la farine obtenue avec des processus industriels où la partie interne du grain contient de l'amidon et des protéines. De l'autre côté, le fait que la farine avec le moulin à pierre contient toutes ces composantes implique le fait que la farine à pierre ait des temps de conservation inférieurs. Donc, la shelf life, la vie commerciale, est inférieure pour les produits à pierre par rapport aux produits industriels. Une autre différence due à la différente technologie du broyage est la granulométrie. Qu'est-ce que je veux dire? Le moulin à pierre, pratiquement, fait le broyage dans un seul passage. Donc, le produit final aura des particules de dimension très petites, mais aussi très grandes. Donc, il y a une variété. Et aussi, le processus successif de séparation permet de choisir une variation de granulométrie, mais la granulométrie du produit sera plus grande par rapport au broyage avec les cylindres. Pourquoi? Parce que le broyage à cylindre n'est pas fait dans un seul passage, mais il y a 10, 15, et en chaque passage de broyage, il y a une sélection de granulométrie, et donc, on réduit toujours en dimension plus fine les particules. Par conséquent, une autre différence entre le produit moulin à pierre et à cylindre est la dimension des particules. Cela, du point de vue de l'utilisation du produit final, implique une autre chose. En fait, deux aspects fondamentaux. Un, la différence absorption de l'eau. Dans le cas de la farine à pierre, on a plus de son, plus de protéines qui pratiquement sont contenues
dans la couche hyaluronique, à part que dans l'endosphère, on a des vitamines, des sels minéraux et toutes ces composantes chimiques absorbent de l'eau. Par conséquent, quand on utilise la pierre par rapport au cylindre, on a un produit différent en termes d'absorption de l'eau. Le second aspect est la granulométrie. En ayant des produits avec granulométrie supérieure ou différente par rapport à laquelle on est accoutumé en utilisant les farines industrielles, les processus de formation de la pâte ou de levure dans tous les processus de l'utilisation de produits finaux ont des temps différents parce que les particules avec des dimensions plus grandes nécessitent de plus de temps pour former le produit final. Donc, on peut dire, pour conclure, que en ce qui concerne le broyage doublé, si l'on utilise la pierre ou le rouleau, on a deux produits complètement différents. Et probablement, c'est pour cela qu'on est revenu au passé, donc à l'utilisation de technologies anciennes. Parce que dans les dernières décennies, on a compris l'importance de l'utilisation et de la composante nutritionnelle de nos éléments. Et donc, on est revenu à utiliser un produit plus complet. Il doit être adapté aux actuels systèmes de production qui sont basés sur l'utilisation de farines industrielles. Maintenant, je voudrais porter votre attention sur l'utilisation de la machine et comme mon collègue a dit, précédemment, la machine peut être utilisée stand-alone, donc avoir la meule à pierre et la sélection de produits broyés ou peut être insérée dans un contexte plus complet à niveau de préparation doublée. Vous pouvez comprendre que le broyage à pierre est un seul passage. Ce que l'on obtient à la fin dépend de ce que l'on met au début. Donc, pour avoir un produit sûr, surtout du point de vue de la sécurité, de la présence de micro-organismes ou d'éléments externes, il est fondamental de nettoyer le plus possible de façon attentive, avec attention. Donc, il est intéressant de penser de pouvoir nettoyer et éliminer la partie externe du grain, c'est-à-dire le blé est constitué par plusieurs couches. Et les couches qui contiennent des éléments nutritifs les plus intéressants sont les couches plus internes, plus proches de l'endosperme, tandis que les couches externes sont constituées par des fibres. Donc, l'élimination de la première ou de la deuxième couche du grain permet en quelque sorte d'éplucher le grain et de nettoyer la surface. En surface, on peut trouver des bactéries, des substances chimiques utilisées sur le champ ou aussi des moisissures. Donc, une décortication de grains
aiderait à obtenir un produit final de qualité supérieure du point de vue sanitaire. En plus, une décortication partielle du grain permet aussi de baisser les contenus des sels minéraux, donc des cendres du produit final. Toujours au niveau du nettoyage, un autre passage qui pourrait améliorer et aider le broyage à pierre est le bain. Comme pour les procédures à cylindre, le bain permet de rendre plus tendre le grain, donc de diminuer sa dureté. Et donc, le broyage est amélioré et avantagé et on obtiendra un produit plus fin du point de vue de la granulométrie. Il y a un- une partie négative, c'est-à-dire qu'on augmente l'humidité des produits si on les mouille. Donc, si le processus de nettoyage n'est pas précis, on pourrait avoir la formation de contamination de moisissures à l'intérieur de notre structure et notre machine. Donc, le processus de mouillage de bain peut être utilisé avec la pierre, mais il n'est pas essentiel parce que souvent, jusqu'ici, dans la plupart des installations qu'on a créées, le mouillage n'était pas utilisé. Donc, on a fait les processus en sec, mais selon le produit final que l'on veut obtenir, on peut considérer d'ajouter un système de bain ou de mouillage afin qu'on soit conscient du fait que si l'on ne prête pas particulière attention, on peut créer plus de problèmes au niveau de la contamination. Pour terminer, on peut avoir la partie terminale du moulin à pierre qui est constituée essentiellement par un bourra pour la sélection de granulométrie. Le produit, essentiellement, est un produit complet. On n'a pas besoin de nettoyer le blé ou le son. Dernièrement, bon, j'ai utilisé le blé, mais on peut utiliser aussi des céréales comme le maïs. Mais il faut considérer qu'une farine de maïs aura un contenu de graisse très élevé, car le contenu est 20%. Donc, le produit sera très différent par rapport au produit auquel on est accoutumé avec le produit industriel. Peut être utilisé pour les légumes, les pois chiches, les lentilles, le pois. La chose la plus importante est utiliser des produits n'ayant pas un élevé contenu de graisse, comme par exemple de noix, de noisettes et aussi les semis de laine, par exemple. Le risque est d'obtenir pas de la farine, mais de la pâte graisse. Pour l'instant, je pense avoir terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible et j'espère pouvoir répondre. Merci, Simona. Et comme elle a déjà dit, à ce point, vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez écrire vos questions dans la chat. Donc, Simona, venez à M. Montanari de façon à pouvoir répondre aux questions qui arriveront. Je vous rappelle que la session des questions sera complètement traduite simultanément grâce à nos trois traducteurs, Maurizio, Riccardo et Stefania.
Donc maintenant, je vais lire les questions qui sont arrivées. Et on attend les questions. Alors, la première question est pour les deux, je pense. Comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes liés à la condensation et aux hautes températures? Alors, pour ce qui concerne ma partie, le système d'aspiration de Biostone Mill maintient la machine très nettoyée et donc permet une bonne aération de la machine. Pour les températures élevées, on n'a jamais noté cela parce que, par exemple, tous les tests que j'ai faits, je n'ai jamais obtenu une température supérieure à 40 degrés. Mais on a dit qu'il y a des senseurs de température, oui, réglables. Donc, tous les céréaux sont traités à peu près à 40 degrés. Clairement, si les céréaux qui entrent sont à température normale. Merci. Donc, il y a un seul passage de broyage. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer les cendres? Bon, tout dépend du produit qu'on y met dans la machine. Donc, si le produit aura des cendres très basses, on obtiendra des cendres très basses. Si on a des grains, comme on l'a vu dans les derniers mois, en travaillant avec les grains anciennes, ici en Italie, ils ont des cendres qui dépassent le 2,2%. Donc, il est difficile d'obtenir un produit final avec moins de cendres. Ce qu'on peut faire est utiliser la décortication. Donc, éliminer partiellement partie du son, comme j'ai dit, les parties externes, qui sont les parties du point de vue nutritionnel qui contiennent seulement les fibres. Donc, on maintient le germe, la couche hyaluronique, on élimine la partie externe et on baisse le pourcentage de cendres. Et puis, éventuellement, si cela n'est pas suffisant, on peut utiliser le mouillage parce que le mouillage, comme dans le broyage à cylindre, augmente l'élasticité du son. Donc, le son, l'action abrasive des pierres sur le son est inférieure et donc le son aussi dans le moulin à pierre créerait des particules plus grandes qui peuvent être éliminées dans la phase successive. Merci Simona. Une question que plusieurs personnes ont fait liée à l'usure des meules. Donc là, dans les différentes situations, on n'a jamais fourni de meules pour être remplacées, mais la machine que j'appelle la grand-mère a travaillé sur 3000 kilos de graines et n'a pas eu de l'usure. Elles ne sont pas éternelles, mais presque. Donc, il faut éviter d'avoir des meules à être remplacées. Oui, aussi parce qu'on a dit que les changer n'est pas facile. Elles pèsent beaucoup, mais grâce à la résistance à l'usure, elles ont une vie très, très, très longue. Donc, la qualité est très élevée. Pour Simona, on a une question. Est-ce qu'on peut créer des farines de blé tendre? Oui. On fait
Avec cette machine, oui, 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 oui. La farine de blé tendre, en utilisant le blé tendre, est produite. Ce que l'on obtient est une farine intégrale, donc contenant aussi bien le son que le germe. Donc, une farine plus complète, plus riche du point de vue nutritionnel et, je dirais, différente par rapport à la farine intégrale complète des cylindres. Ici, on a vu qu'avec la pierre, automatiquement, le premier passage permet d'avoir une production de farine, le grain est broyé avec les cylindres, la farine complète est utilisée en réassemblant la farine. Donc, on prend la farine, on sépare les trois composantes, farine, germe et son, puis la farine et les sons sont réassemblés pour créer de la farine complète. Donc, une farine complète utilisée à niveau industriel avec les cylindres, généralement ne contient pas de germes, parce que le germe, on a vu, est une partie qui permet de conserver moins longtemps la farine. Donc, normalement, n'est pas utilisé. Et par conséquent, la farine complète industrielle et à pierre ont cette différence, donc la présence de germes. Merci. Et on a parlé de l'aspiration de la machine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect? Parce que quelqu'un a demandé au cas où la machine est connectée à un circuit d'aspiration, qu'est-ce que cela peut impliquer du point de vue technologique? Moi, pour ce qui me concerne, pour mon expérience, l'aspiration sur cette machine est obligatoire. Et à part les paramètres de réglage qui peuvent être réglés par touchscreen, c'est le réglage de l'aspiration qui permet de varier le degré du broyage. Donc, en aspirant plus ou moins, on peut varier les caractéristiques du produit voulu. Donc, il s'agit d'un aspect très important qui doit être bien calculé selon ce qu'on veut obtenir et surtout selon le produit qu'on est en train d'élaborer. Simona, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais du point de vue de l'utilisation de la machine, on a noté que l'aspiration de la pierre permet, quand on fait des changements de production, donc changement de variété, de type de blé, si l'on passe d'un blé tendre à un blé dur, donc permet d'être plus rapide parce que la machine se nettoie automatiquement. Donc, on peut passer d'un setting à l'autre de façon plus facile. Donc, cet nettoyage est profond, mais quand on va complètement changer des céréales, il faut faire un peu plus attention. Donc, si l'on veut faire, par exemple, des travaux sur des grains qui ne contiennent pas de gluten, donc pour des cœliaques, même si l'aspiration de cette machine est optimale, le nettoyage est optimal, je conseille toujours avoir une ligne dédiée à la production de farine pour cœliaques, donc ne pas mélanger trop les grains. Merci. Notre question est la suivante. Vous avez expérience d'une partie métallique qui est entrée et qu'est-ce que peut passer aux pierres? Oui, on a eu l'expérience d'un petit élément métallique, 7 cm, a été est entré dans le moulin. Et avec surprise, mais avec satisfaction, les pierres n'ont pas subi abrasion
Donc, mais la partie métallique a été écrasée. Donc, c'est une machine fiable de ce point de vue. Oui. Oui, il faut se rappeler que de toute façon, à l'entrée et à la sortie, on a des magnettes. Donc, si quelque chose entre dans la machine, après, il y a ces aimants que toujours attraient les parties métalliques. Donc, on a des aimants au début et au final. On ne s'est pas même rendu compte simplement parce que le pièce a été attrayé par les aimants en sortie et donc il signifie qu'il est passé par là. Parfait. Donc à ce point, je dirais qu'on peut passer les dernières questions, aux dernières questions. Donc, quelle est la différence entre la farine complète obtenue avec la pierre ou industrielle? Bon, je l'ai déjà dit. Pratiquement la différence est que la pierre, dans un seul passage, permet de broyer, d'écraser le grain tout entier, tandis que dans la phase industrielle, les composantes sont endospermes et germes sont séparés et la farine complète est créée, remettant ensemble, réassemblant la farine, l'endosperme et le son. La différence peut-être la principale est que le son dans la farine industrielle est calibré, donc plus ou moins certaines dimensions, tandis que dans la pierre, on a toutes les dimensions de particules très petites, donc moins de 180 microns, comme la farine à laquelle on est accoutumé, à des particules plus grandes. Donc cela, du point de vue technologique, est la différence principale. Une question pour Simone. Quelle est la puissance installée de la machine? Donc, le moteur principal de la machine qui permet la rotation de la meule est 15 kW. Réduit pour permettre la rotation maximum à 150 rotations par minute. OK, merci. Donc, une dernière question. Donc, la farine à pierre, on veut parler de la température. On en a déjà parlé un peu. Oui. Alors, si l'on considère que la farine, donc que les meules à pierre ont cet effet d'abrasion, on peut penser que la température de la farine augmente. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'abrasion augmente la température. Je dois dire que dans toutes les épreuves qu'on a faites, dans tous les tests, aux conditions de fonctionnement de la machine, clairement, elle était optimale avec un nombre de rotations qui va de 100, 120 jusqu'à 125, 130. Et aussi, considérant une distance de pierre de 0,05 mm, on n'a jamais dépassé 40 degrés, qui est une température à laquelle les principales molécules biologiques, comme les protéines, les enzymes, mais aussi les vitamines, ne sont pas endommagées. Donc, dans tous les cas où on a travaillé, on n'a jamais eu de problème de température sur les farines. Donc, Simone, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que la situation est très différente et on l'a noté pendant la phase d'analyse du marché sur les moulins de petites dimensions, sur les moulins de 800 cm, surtout avec l'inversion, c'est-à-dire avec la meule fixe en dessus et rotative en dessous, la farine peut arriver à 70 degrés.
Et le problème, c'est pour cela aussi qu'on a décidé de faire une machine très lourde, très grande, mais qui permet de travailler d'une certaine façon. Parfait. Je vous remercie. Je vous invite ici à mon côté de terminer ce webinaire. On est à un parfait horaire. Je vous remercie pour vos interventions très précises et très intéressantes. Je vous rappelle que l'événement a été enregistré et on va envoyer par mail, mais il sera possible de l'écouter sur le canal Vimeo de Ocrim. Je remercie aussi encore une fois les traducteurs, Maurizio pour l'anglais, Ricardo pour le français et Stefania pour l'espagnol. Je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse infoconference@ocrim.com. Alors, je pense qu'on peut terminer l'événement en vous disant aussi qu'on vous demande de remplir le questionnaire pour avoir un feedback pour pouvoir améliorer le prochain webinaire. Le prochain webinaire portera sur le système de farine avec micro et macro ingrédients. Donc, sera technique. Et on va parler again avec Fabio Vuoto. Merci pour avoir participé aujourd'hui. On vous attend pour le prochain webinaire. Merci. Merci. À la prochaine.